Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode du podcast, merci en premier lieu Gab pour les deux sujets. Donc on vous fait un au son de la cloche et un instant économie, là, fortement inspiré de Gab. Donc c'était week-end de cours de mon côté et on est un petit peu, encore une fois, là, on publie probablement un petit peu avec un léger retard. Là, cours de mon côté et Gab qui a décidé de faire honneur au Tour de France et de littéralement faire 2 heures de vélo un lundi soir là, en ce magnifique 11 juillet. Donc on est dans la période que j'appelle normalement la Degenerate Hour, donc excusez-nous si jamais on part dans les réflexions philosophiques. Là. Mais deux beaux sujets, donc merci Gab, effectivement, là, après ce week-end fort chargé. C'est également, là, on a pu maintenant, pour la première fois, certains seront contents, on a plus d'anniversaire pour un petit bout, là, c'est le deuxième épisode de la saison 5, donc on vous lâche avec les fameux heads-up là, de moments historiques et importants du podcast. Là, on reprend juste le format conventionnel. Et qui dit format conventionnel et justement les deux sujets que tu as proposé Gab, énormément liés là, avec des impacts sur les marchés. Donc je te laisse faire le disclaimer et le petit mot de début classique que tu nous fais. Ouais, comme on reprend effectivement les bonnes habitudes, on dira plus le train-train en fait du podcast normal. Tout ce qu'on parle évidemment, que ce soit t'es dans le haut son de la cloche ou dans l'instant économie d'aujourd'hui, c'est que notre opinion personnelle. Il s'agit ni d'une recommandation officielle de placement, ni une opinion, on va dire, politique, surtout dans la deuxième partie. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, on vous invite évidemment à consulter un expert, comptable, fiscaliste, conseiller financier, quiconque est autorisé à vous émettre des dites recommandations. Lui, elle ou lui seul sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous les meilleures alternatives pour votre portefeuille. En tout cas, on est très satisfait des écoutes. Hein, je profite toujours maintenant du disclaimer pour faire un petit ajout. Très satisfait en tout cas des dernières statistiques. Alors merci encore pour votre écoute. Euh, je pense qu'on va revenir effectivement, c'est ça, avec aujourd'hui, vous allez voir avec un épisode classique, mais qui est pas mal lié aux thématiques, en tout cas de ce qui se passe dans l'actualité. Donc je pense que ça devrait vous intéresser. Et je pense que j'ai pas été j'ai pas eu de manquer d'inspiration pour cette semaine parce qu'en fait j'ai juste lu Financial Times puis j'ai trouvé ça évidemment que ça faisait du sens d'en parler évidemment cette semaine. Alors, je pense qu'on est prêt, JP. Absolument. Donc commençons ça en force avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, premier sujet là, qui nous date de vendredi dernier avec notre cher, avec beaucoup d'astérix cette fois-ci, là, Elon Musk qui fait encore des siennes. On en parle sporadiquement dans le podcast. Là. On avait fait une petite introduction là, de son offre d'acquisition pour Twitter. Et là, on revient avec l'annonce vendredi là, qu'on a appris effectivement qu'il mettait fin à l'accord de rachat de Twitter, là, qui était de mémoire autour de 44 milliards de dollars. Qui décidait là, justement de laisser ça de côté en présentant, et si je me trompe pas, c'était en partie la SEC qui a sorti ça et ses avocats, là, et bien évidemment Elon Musk est allé mettre ça partout sur Twitter comme il le fait si bien, là. Mais il ciblait principalement le fait que Twitter n'aurait pas divulgué surtout les informations au niveau des faux comptes ou le nombre de faux comptes ou de spam liés à Twitter et qui était selon Musk un deal breaker en bon anglais là, en termes d'obligations contractuelles qui était là, justement conditionnel à l'offre de 44 milliards de dollars. On parle là, justement d'un Twitter, là, d'une compagnie qui, depuis le début de l'année, comme plusieurs compagnies de tech d'ailleurs, là, ou des médias sociaux en ont pris un petit peu pour leur argent. Là. Le titre a clôturé lundi là, à 32,65 dollars par action. On parle d'une baisse probablement depuis le début de l'année de plus de 20%, on est même presque plus de 24% de mémoire. Et juste sur la séance de lundi, ça a perdu plus de 10%, là, autour de 11 et quelques également. Donc, un impact assez notoire sur le titre. Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, dans le fait que cette transaction-là était quand même pas complétée, mais elle était quand même bien avancée. C'est sûr que lorsqu'il y a un accord, il y a aussi des impacts négatifs et peut-être judiciaires liés à une fin d'accord de ce type-là. C'est certain qu'il y a eu beaucoup d'impact sur le cours de Twitter, là, autant à la hausse qu'à la baisse, liée à cette transaction-là dans les derniers mois, depuis l'annonce initiale de Musk, et même depuis qu'Elon Musk a commencé, on se rappellera, là, à acquérir des parts au niveau de l'actionnariat. Là. Il était près du 20% avant même de faire son offre d'achat complète.
Donc on se retrouve avec encore une fois là, un certain impact, une bataille judiciaire qui se dessine également entre Twitter et Musk, parce que comme je l'ai mentionné, un deal en général, je crois, implique au minimum, je pense que ce qui était convenu, c'était 1 milliard de dollars là, pour une cessation d'accord que Elon Musk devrait verser à Twitter en compensation justement là, de cette sortie abrupte-là. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments judiciaires et pour ceux qui ont Twitter justement et qui ont regardé en ce magnifique lundi 11 juillet, là, Elon Musk a tweeté un meme comme il le fait très bien pour exprimer sa pensée, qui mentionnait justement que la raison pour laquelle le deal ou l'entente contractuelle était brisée, c'était à cause du fait que le nombre de faux comptes n'avait pas été divulgué et que Twitter voulait aller en justice contre cette sortie abrupte-là du deal, ce qui allait impliquer que Twitter allait devoir sortir sur la place publique dans le cadre des mesures judiciaires le nombre de faux comptes. Donc Twitter au final, ça va un petit peu prendre à leur propre jeu selon Elon Musk, encore une fois, si on prend position pour Musk. Mais encore une fois, c'est juste, comme toujours, l'homme le plus riche au monde qui fait des frasques, qui, encore une fois, a un impact direct sur une compagnie listée, en bien ou en mal. Encore une fois, je pense que c'est assez polarisant ce discours-là avant même que l'offre d'achat ait été déposée. Donc la fin de ça ramène un certain calme, du moins à mon avis. Mais j'ai bien hâte de voir là, quelle va être la bataille judiciaire qui va s'en suivre et surtout la conclusion de cette bataille-là. Si on va officiellement avoir exactement à la virgule proche le nombre de comptes qui sont fake en bon anglais là, sur Twitter, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va en découler. Mais ça risque d'être assez long avant qu'on ait ce dénouement-là. Ouais, bah en fait, ça ne fait que de commencer, comme tu l'as bien dit, JP, parce que on disait, bon, au début, oui, l'histoire ne fait que commencer. Bah en fait, elle ne vient de recommencer, en fait, la semaine passée, en fait, depuis vendredi, puisque, on le sait, avec l'annulation de ce deal-là, et ben, effectivement, il sera pas fait avant, l'annulation officielle sera pas faite avant des mois, le temps qu'évidemment les tribunaux règlent la question. Vous savez d'ailleurs que le droit américain, en plus, il se base énormément sur la jurisprudence, sur qu'est-ce qui s'est passé précédemment, surtout dans l'état du Delaware où se trouve évidemment le siège, on va dire, où il y a eu l'incorporation, pardon, la loi constitutive de Twitter. Ce qui fait que bon, bah, c'est les tribunaux du Delaware qui sont censés évidemment régler et trancher la question. Est-ce que Twitter a fait preuve, si tu veux, si tu veux, ils ont tronqué l'information. Est-ce qu'ils ont tronqué les chiffres qui a fait que Elon n'était pas prêt à payer le prix tel qu'indiqué? Bon, dans la paperasse évidemment qui avait été fournie en fait à la SEC, donc vous le savez d'ailleurs, tous les documents qui sont envoyés à la SEC, que ce soit par exemple les rapports annuels, etc., pour toutes les entreprises américaines sont disponibles sur un site qui s'appelle Edgar. Donc je vous invite évidemment à consulter Edgar de temps en temps. Si vous avez une compagnie qui vous intéresse, c'est clair que toutes les communications officielles, par exemple aux actionnaires, elles sont disponibles dessus. Et dans le formulaire en fait qui présentait l'offre d'achat, il était précisé effectivement qu'il y avait une clause qui disait que oui, tu as un montant d'annulation si effectivement si toutes les conditions sont respectées mais qui décident d'annuler, c'est c'est le montant de 1 milliard, je crois, qui était mentionné. 1 milliard de dollars, donc divisé par, je crois, un peu plus de 1 milliard 200 millions d'actions en circulation. Donc ça fait à peu près 85 centimes par actionnaire qui serait donné. Donc ce qui n'est pas non plus énorme par rapport évidemment au changement énorme du cours de l'action que fait évidemment ces annonces successives, puisque on sait que l'action elle avait monté en fait à un boom aux alentours des 50 dollars en fait à son all-time high depuis le début de l'année, là, évidemment quand on a eu l'offre officielle qui a été déposée. Cette offre-là... L'offre était d'ailleurs par action, c'était 54,20 quand même. D'où la justification de la hausse à ce moment-là, lorsque ça avait été annoncé du cours. Là. Voilà, parce que on prenait en compte la prime d'acquisition que Musk était prêt à payer. Parce que vous le savez, quand il y a une fusion-acquisition, je ne sais pas trop si d'ailleurs on l'avait mentionné, en tout cas dans les anciens épisodes là-dessus, mais quand il y a une offre d'achat qui est disposée, elle est toujours offerte à une prime par rapport à la valeur de l'action sur les marchés. C'est très rare que ce soit à escompte, à moins que c'est une entreprise qui vaille quasiment rien, là, donc, et que c'est plus un effet, on va dire, temporaire. C'est toujours offert avec une prime. Donc cette fameuse prime d'acquisition, là, tu vois, elle était estimée à peu près
une quinzaine de dollars en fait par action par rapport au cours avant l'offre qui avait été faite. Euh, donc c'est un peu le principe en fait derrière ça. Et ce montant de 1 milliard, selon la clause, en fait, ne serait pas payé s'il y avait effectivement des informations trompées ou tronquées, pardon, ou des informations qui étaient manquantes fournies par le board. On le sait d'ailleurs, c'est assez drôle. En tant que, comment dire, que personne qui travaille dans la finance, j'ai trouvé ça très drôle. En tout cas, la liste des documents qu'ils ont oublié de leur fournir, mais ils ont oublié de lui fournir, je crois, un modèle financier, donc un pauvre spreadsheet Excel, un document PowerPoint, donc un deck pour ceux qui savent ce petit jargon. Donc c'est évidemment une présentation PowerPoint. Et donc tu vois qu'évidemment ce qui fait capoter le deal, en fait, c'est juste 5 à 6 documents de base que n'importe quel, comment dire, investment bankers auraient été prêts à préparer. La question est de savoir c'est est-ce que c'est vrai. On ne le sait pas encore. Hein. Bon, c'est malheureusement on n'a que les informations qui sont fournies par la presse ou les infos qui sont fournies pour le coup par Edgar, hein, puisque euh, évidemment toutes ces deux communications elles sont faites. La question est maintenant de savoir si est-ce que c'était une espèce de manipulation que Trump, tu vois, je me perds dans les mots là. Lapsus révélateur peut-être, Ouais. lapsus révélateur, mais Musk, pardon. Et ben si Musk il faisait effectivement il était dans une position de manipuler les cours, je pense que c'est pas le cas parce que vous le savez, dès que tu commences à avoir un nombre d'actions en fait en circulation, et ben tu es soumis aux règles de trading des initiés. Donc tu peux pas vendre et acheter tes actions comme tu le veux, puisque tu possèdes de l'information privilégiée par rapport aux autres actionnaires. Donc c'est un peu ce qui me fait moi pencher en fait dans la balance plus du côté de Musk, tu vois. Je changerais d'opinion par rapport à mon conservatisme habituel. Je trouve que quand même Twitter, ils sont capables quand même d'envoyer, en tout cas sur la base de ce qui est fourni, ils sont quand même capables d'envoyer un pauvre PDF puis un modèle financier. Je veux dire, ça c'est normal qu'on soit capable de voir tous ces chiffres-là. En plus, évidemment, des rapports sur les faux comptes, etc., qui devraient être... on aura plus d'informations une fois que la justice sera passée dessus. Là. Exact. Je pense que Elon Musk ne gagne pas vraiment grand-chose à la conclusion actuelle du fait que le deal n'aura probablement pas lieu. Je suis effectivement plus du côté j'abonde dans le même sens que toi, Gab. Là. Je trouve que le côté du CA là, et le président du CA qui s'appelle Brett Taylor d'ailleurs, là, qui a mentionné que lui voulait vraiment amener le deal à sa conclusion selon le prix et les termes qui étaient convenus. Moi, c'est certain que encore une fois, c'est peut-être c'est mon opinion là, et je vous laisse faire la vôtre, là, mais je vois un peu les actions du conseil d'administration de Twitter me laissent un petit peu dans le doute. Parce qu'on se rappellera au tout début, lorsque Musk a commencé à montrer de l'intérêt, il n'y avait vraiment aucune volonté réelle du CA de l'aider. Ils ont tout fait pour essayer de défendre. On parlait des fameuses stratégies. On préfère un épisode là-dessus avec les White Knight et les Poison Pill, etc. Là, mais toutes les méthodes pour refuser ou faire en sorte qu'une offre hostile tombe à l'eau. Tout était en place au niveau du président du CA et compagnie. Maintenant, ils ne fournissent pas les documents, encore une fois, sous ce qu'on entend dans les journaux, ils ne fournissent pas les bons documents ou l'ensemble des documents, et ils ne sont pas en mesure de prouver ce qu'ils mentionnaient à être moins de 5% de faux comptes, ils ne sont même pas proches de prouver ça. Donc je me dis, est-ce qu'il y avait un intérêt du côté du CA de faire en sorte que le deal commence pour peut-être bénéficier un petit peu en mode Wall Street Bets, mais du branding d'Elon Musk et que le cours de Twitter augmente énormément, comme c'était le cas au tout début, et que finalement le deal tombe à l'eau parce que justement le CA a tout fait en sorte ou a presque mis le terrain pour que ça ne fonctionne pas, mais que le cours reste un petit peu à la hausse, un peu comme l'a été GameStop par exemple. Donc je me dis, est-ce qu'il y avait un petit côté du CA qui voulait essayer d'augmenter le cours de Twitter juste par le branding que Musk a tellement d'admirateurs que n'importe quel deal qui aurait été en place aurait fait monter le cours de Twitter. Le CA ne fournit pas les documents, ne prouve pas qu'ils ont moins de 5%, donc le deal tombe à l'eau. Ils n'obtiennent pas, parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement, ils n'obtiendraient pas à la limite le milliard, mais le cours de l'action serait resté haut. C'est pas le cas, là, finalement. Mais je veux dire, est-ce qu'il y avait une stratégie un petit peu de faire monter le cours de la part du CA en utilisant le branding d'Elon Musk? Peut-être. C'est certain qu'encore une fois, je ne considère pas que il y a grand chose qui va en découler. Le deal va probablement tomber à l'eau et en fait, c'est
même si la justice tombe, je ne pense pas que ça va être favorable. Plusieurs personnes mentionnaient que la pire chose qui peut arriver là-dedans, c'est que le deal soit forcé, parce que quoi de mieux que Elon Musk non motivé et non désireux, justement, de prendre possession de cette compagnie-là, ça serait une chose horrible pour Twitter et pour Musk d'une certaine manière également. Donc, je pense qu'il y a quand même un peu un questionnement à se poser sur l'ampleur de la médiatisation de ce deal-là et justement sur le fait que, Musk a une aura et un branding incroyable en termes de capacité d'avoir des investisseurs qui s'intéressent à un titre. Et de l'autre côté, on avait un CA de Twitter qui savent très bien que leur plateforme est un peu stagnante et avait besoin d'un regain. Donc je me dis, bon, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose là-dedans. Encore une fois, la SEC va s'y pencher également. Là, c'est pas trop inquiétant. S'il y a des pénalités à avoir, il y en aura. Là. C'est certain que quand c'est médiatisé, il y a ce côté-là au moins qu'on peut dire, s'il y a justice ou conformité, ça va avoir son cours. Là. Mais j'avoue qu'il y a un petit doute à se porter. Moi, je suis d'une certaine manière bien content que ça se termine comme ça. Là. On entendait quand même beaucoup d'impact. Et là, je vais mettre un petit peu mon chapeau humain et non investisseur financier. Là, mais on voyait beaucoup d'impact également sur le mode de vie là, des employés de Twitter. Là. Il y avait beaucoup un bon nuage noir qui était au-dessus là, de Twitter avec le fait que peut-être que beaucoup d'employés auraient acquitté ou quoi que ce soit dépendamment de la stratégie de Musk qui voulait un petit peu révolutionner Twitter et sa structure. Donc je veux dire, au moins ça mène à une certaine stabilité pour le quotidien de plusieurs employés, ce qui n'est pas une mauvaise chose dans le contexte actuel économique avec l'inflation et tout. Là, je me dis tant mieux si on a un paquet de personnes dans le monde du DevOps là, qui peuvent continuer à vivre tranquillement dans la Silicon Valley. Là. Je sais qu'ils ne sont pas à plaindre, mais au moins il n'y aura pas un changement complet. Et probablement ils ont quitté la Silicon Valley parce que d'ailleurs je vous invite à regarder. Je mettrai peut-être en référence, en annexe en tout cas du podcast, des documentaires en tout cas sur l'état actuel de San Francisco qui est une ville fantôme. Hein. Le centre-ville est complètement à l'abandon, rempli on va dire de gens peu fréquentables, on va dire ça comme ça, pour rester politiquement correct, mais c'est assez surprenant en tout cas de voir ce qui se passe en tout cas chez Twitter, dans la ville, et puis Twitter évidemment je pense avait ses bureaux en fait en plein centre de San Francisco, donc bon, c'est quand même inquiétant, on va dire, ce qui va se passer. Je pense que la seule bonne nouvelle en fait dans l'affaire, c'est que ça va être en fait un précédent en fait qui va non seulement servir d'un point de vue juridique, donc là les avocats et les amateurs on va dire du domaine judiciaire vont en avoir pour leur argent, hein, je veux dire. Vous le savez d'ailleurs, encore une fois, c'est très américain. On fait des lois à partir en fait, on rend des décisions judiciaires à partir de ce qui a été fait précédemment. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs souvent dans les séries américaines justement d'avocats genre comment dire Suits ou ce genre de trucs. Ils citent sans arrêt des précédents en fait parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne en fait. En tout cas aux États-Unis. C'est pas le cas en Europe, hein, on le sait, avec le droit civil. Et autre truc, c'est que ça va servir de cas, je pense, d'école, en fait, pour le coup, de cas. Peut-être que Harvard va nous faire encore un nouveau cas, parce que vous le savez, souvent, les cas d'école, ce genre de truc, là, c'est fait par Harvard Business School. Là, donc, probablement, ils vont en faire un, c'est sûr. Ouais, il doit déjà avoir au moins, c'est sorti vendredi, il doit y avoir à peu près 15 articles sur HBR, Harvard Business Review, qui sont déjà publiés en ce voilà, lundi. Voilà, voilà. Parce que t'as tellement, si tu veux, de cas d'école, de fusion-acquisition qui sont intéressantes, et ben là, ça va en faire partie, je pense, de ces cas-là intéressants à traiter. Mais bon, je pense que évidemment, on aura beaucoup plus de direction quand tout sera conclu, là, mais à mon avis, mon petit doigt me dit que c'est fini et puis qu'il va rien mais se ça passer. tombe aux oubliettes, je pense que c'est Voilà. la conclusion du segment, là, mais effectivement, intéressant d'en reparler pour boucler la boucle, du moins dans le podcast. Ça m'étonnerait qu'on en reparle de sitôt, sachant que ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment pour aujourd'hui, l'instant économie. Parfait. Donc on s'en va vers l'Europe, vers le continent européen, et on parle un petit peu d'une autre nouvelle qui est sortie jeudi. Donc Gab, tu l'as bien dit, là, tu parlais d'avoir trouvé des sujets inspirants d'actualité. Là, tu t'es inspiré de jeudi avec ce sujet-là et de vendredi avec Musk. On veut parler là, de l'avenir du Royaume-Uni sans Boris Johnson, donc qui a annoncé sa démission le jeudi devant la fameuse propriété du Premier ministre, la résidence du Premier ministre du Royaume-Uni. Il n'est pas officiellement out of office
présentement. Là. C'est une annonce de démission. Il y a toute la démarche, là, justement, il faut que son parti fasse des élections pour un nouveau candidat, un nouveau chef. Et c'est ce chef-là qui, selon le principe politique au Royaume-Uni, là, va devenir le premier ministre du Royaume-Uni, justement. Donc, c'est pas terminé. Il y a encore une démarche qui s'en vient. Mais effectivement, ça boucle un petit peu Boris Johnson. C'est 3 ans au pouvoir. Johnson qui, avant même son arrivée, on le rappelle, était un peu le Trump 2.0, était un peu dans le Netanyahou, là, c'était un peu vu comme quelqu'un d'un peu populiste dans ses idées et qui va au final être sorti d'office à cause de le fameux scandale là, des fameux parties pendant la pandémie, là, pendant la COVID. Donc, ça qui était peut-être la cerise sur le Sunday, mais je pense également qu'il y en a beaucoup liés au fait que présentement, on a une Angleterre qui est à un taux d'inflation annuel de quoi 11%. Je pense que j'ai vu les stats, là, je sais pas si c'est officiel, mais j'ai vu du 11% avec un Brexit qui a plombé l'économie. Donc, Gab, je te vois sourire et tu es fier pour tes Non, pêcheurs non, 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 français. non. Les pêcheurs français ont finalement réussi à gagner, là, mais l'Angleterre s'en sort économiquement plutôt mal. Le Brexit, autant en termes économiques que politiques, n'a pas été très très favorable à l'Angleterre. Et encore une fois, scandale et populisme ont fait en sorte qu'on se retrouve avec un schéma, au niveau du Royaume-Uni qui est un peu scindé, pas au même point que les États-Unis, par exemple, mais on a encore une fois un clash entre le côté libéral et le côté socialiste et le côté conservatisme. C'est assez notoire après Johnson. Donc, c'est un peu lui qui porte le chapeau du Brexit et de tous ces impacts qui ont été, on se dit, là, très peu favorables. Et je pense qu'il y a quand même un intérêt à voir un peu le leg qu'il va laisser et surtout qui va lui succéder. Il y a plusieurs candidats liés justement à son parti et même à ses ministres là, qui vont peut-être prendre sa place. Mais encore une fois, je pense que les élections vont amener peut-être un nouveau vent lorsque ça aura lieu au niveau du Royaume-Uni là, après 3 ans plus, un petit peu mitigé si on peut dire. Ouais, bah ça a été un tremblement de terre hein, politique. Hein. Commençait à s'y attendre en fait depuis quelques semaines. En tout cas, si vous lisez la presse britannique, ce qui est mon cas avec le Financial Times, je vous recommande d'ailleurs, s'il y a bien un journal que je vous invite en tout cas vous abonner ou en tout cas d'avoir les alertes, en tout cas sur votre téléphone, c'est le Financial Times parce que non seulement c'est très neutre, très objectif, mais ça parle de tous les sujets et pas que de finance. Ça parle énormément de l'actualité, etc. Et leurs infographies sont incroyables. Bref, je vous invite à les lire. Et si tu lisais effectivement ce qui se fait depuis quelques mois, en fait, on voit que on commençait à avoir la descente aux enfers en fait du gouvernement de Boris Johnson. Bon, alors tu l'as bien dit, JP, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire du Partygate qui a évidemment contribué énormément en fait à, si tu veux, à déjà éloigner, je pense, les électeurs en fait du gouvernement. Donc peut-être une remise en question, on va dire, du comportement en fait du Premier ministre, qui, il faut avouer, est pas exempt de frasques tous les mois. Hein. On sait qu'il a une attitude, si tu veux, qui est peut-être très britannique d'ailleurs, on va dire. C'est leur style de vie aussi, je dois t'avouer, leur style de pouvoir et de gouverner, qui est de mentir en fait, vraiment publiquement. Et il s'est repris plusieurs fois en fait à mentir sur, je vais pas repasser toutes les affaires, mais pour le Partygate, évidemment, il a menti publiquement, si tu veux. Chose qui, par exemple, dans d'autres démocraties serait impensable, tu vois. Par exemple, aux États-Unis, la dernière fois qu'on a menti, c'était Nixon, puis évidemment, il a été contraint de démissionner, alors qu'il était à 2 doigts d'être impeached, selon le processus dans la Constitution américaine. On revient côté britannique, je m'égare. Mais c'est vrai que le Partygate, c'est l'événement déclencheur, mais je pense que ce qui a quand même pas mal contribué aussi, c'est la série de démissions en fait de ses collègues, en tout cas membres du Parlement et aussi ex officio, on va dire ministres. Donc par exemple, alors j'ai trouvé le terme très drôle parce que je me souvenais pas de ce truc-là, là, mais le ministre des Finances du Royaume-Uni s'appelle le chancelier de l'échiquier. Ça, c'est assez rigolo comme terme. Donc Monsieur Sunak, en fait, qui a été un des premiers à démissionner en disant qu'il était juste dégoûté de travailler pour ce gouvernement et qu'il ne pouvait plus travailler dans un cadre où il y a des scandales à toutes les semaines. Faut avouer que la presse britannique, avec la mode des tabloïds, en fait, qui est
atroce, moi je trouve, et ben aide pas vraiment à opérer dans un climat de confiance. Hein. On sait que c'est assez compliqué là-dessus. Évidemment, il y a eu un vote de défiance aussi qui a échoué à quelques voix près, mais bon, c'est comme quoi c'est déjà Boris Bojo, comme il est surnommé aussi outre-Manche, eh ben, était déjà dans une zone de défiance assez élevée. Et bon, évidemment, il a été contraint de démissionner avec l'histoire que c'est vraiment le parti qui dirige. Hein. Tu vois que il y a cette logique de parti qui est très britannique aussi qui reprend là-dessus. Alors la question est de savoir maintenant qu'est-ce qui va se passer. On sait que Bojo a été l'artisan du Brexit. Hein. On sait que aujourd'hui il y a encore énormément de problèmes d'approvisionnement du fait que maintenant pardon, le Royaume-Uni, il ne faut pas confondre, n'est plus dans l'Union Européenne, donc elle ne peut plus importer des denrées comme elle le faisait avant, et ça crée énormément de problèmes. On sait qu'il y a aussi le problème du backstop dans l'Irlande du Nord, qui ravive des tensions évidemment qui ont été mises en pause avec les accords de Vendredi Saint dans les années 90 en Irlande, quand il y avait les Troubles, cette période très particulière. Et donc, il y a tout ce genre de problèmes qui sont mis en exsangue en fait en ce moment avec évidemment ces problèmes inflation, tu l'as dit, etc. JP. Et c'est vrai que c'est on est un peu à la croisée des chemins, je te dirais, sur le côté britannique là. Mais effectivement, puis tu sais, il y avait beaucoup, encore une fois, d'arguments économiques, là. Ils disent que c'est pas arrivé souvent dans l'histoire qu'un pays occidental a décidé de remettre des barrières douanières pour limiter justement le commerce, surtout avec la zone euro c'était 47% des échanges commerciaux, je crois, de la Grande-Bretagne, là, du Royaume-Uni justement. Et à la base, la prémisse, c'était, on va commencer à faire des échanges davantage avec le Canada ou avec justement les États-Unis, mais depuis que Trump n'est plus in office, Bojo s'est retrouvé un petit peu tout seul avec sa volonté de compenser le 47% d'échanges commerciaux avec la zone euro. Ils n'ont pas trouvé grand partenaire pour compenser. Donc, ça n'a vraiment pas aidé la cause. Ce qui est un peu ironique aussi, il faut le dire, là, on se rappelle de l'Angleterre comme étant un pays qui était au cœur du mercantilisme. Là, donc le fait de se mettre des barrières sur leur île, c'est un petit peu embêtant sachant leur histoire. Là, donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de dire le mal est un peu fait. Là. Oui, Bojo ne sera plus le premier ministre du pays, mais j'ai de la misère à croire qu'il y a grand chose qui peut revenir en arrière. Le Brexit a tellement pris de temps et a été quand même assez dur qu'il n'y a pas de retour en arrière qui peut vraiment se faire. Tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'impacts également sociaux avec les mêmes contraintes qu'on connaît et que le Québec a vécu avec le Canada anglais également. Là, donc, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas non plus se rétablir facilement. J'ai hâte de voir un peu là, justement cette transition-là. Là, je pense que le Royaume-Uni est dû peut-être pour un changement de parti, un changement d'idéologie qu'on peut voir beaucoup plus souvent aux États-Unis. On s'entend, on change de républicain à démocrate comme on change de soulier. Là. Le Canada également peut être un peu en transition. Je trouve que le Royaume-Uni est peut-être dû pour un retour du balancier là, en termes de gauche et de droite. Donc on verra qu'est-ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a effectivement quand même un bon gouffre qui reste. Là. Tu l'as dit, les tabloïds l'ont sorti. L'opinion sociale était rendue à le sortir pour une virgule. Mais est-ce qu'en réalité ça va vraiment être favorable? Est-ce que le Royaume-Uni et surtout le contexte économique mondial va permettre de ramener le Royaume-Uni sur les rails? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de mal qui va rester, même si c'est une nouvelle tête au pouvoir. Je ne crois pas que ça va être une solution miracle évidente dès maintenant. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas ramener le royaume sur ma mère patrie, d'une certaine manière, de remettre le bateau à l'eau. Je pense qu'on n'y est pas présentement. Là. Bah, même si t'as pas vraiment le choix pour aller au Royaume-Uni que de prendre le bateau, là, Effectivement. c'est pas très bon. Vous m'excuserez, le niveau de la blague est vraiment médiocre. Effectivement, mais en fait, tout ce qui est lié dans le podcast à quelque chose de maritime, que ce soit les sous-marins, on voit qu'il y a vraiment une douleur. On voit qu'il y a une énorme douleur. Là, tu vois encore les bateaux qui traversent la Manche, j'avoue que je comprends les ancêtres. Il y a toujours un lien avec les sous-marins quelque part. Toujours à quelque part. Mais la question, alors les prochaines étapes, si on veut les résumer rapidement, alors on saura début septembre qui occupera le 10 Downing Street. Donc on saura en fait qui sera le nouveau chef chez les Tories. Les prétendants, il y en a plusieurs. Je dois t'avouer, j'ai pas trop regardé parce que déjà parfois ça m'intéresse moyennement. Là, donc ils sont beaucoup moins charismatiques que l'était Bojo pour le coup. Donc
Mais un des prétendants, je crois que c'est Monsieur Sunak qui serait candidat, en tout cas chez les Tories. Et la ministre des Affaires étrangères, je ne me trompe pas également. Exactement, en sachant qu'ils ont des liens, et c'est là où je te dirais, c'est peut-être le point, l'aiguille dans le talon, on va le dire ça comme ça. C'est ce qui se passe en Ukraine, hein, parce qu'on sait que le Royaume-Uni a été un énorme soutien en fait de l'Ukraine, et d'ailleurs le président ukrainien a remarqué, en fait, a souligné le départ en tout cas de Monsieur Johnson, en tout cas du poste de Premier ministre, et que c'était quelque chose de quand même assez négatif pour eux. C'est peut-être un coup de tonnerre là-dessus. Au niveau des relations diplomatiques, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ça ne changera pas grand-chose sur ce terrain-là, mais il n'y a plus cette espèce de soutien, indéfectible, j'avais pas le terme, mais indéfectible à l'Ukraine qui peut-être pourrait être remis en cause. Prochaines étapes, je dirais, savoir au niveau du point de vue des nouvelles élections, on le sait que ça va prendre du temps, étant donné que les Tories ont la majorité. On pense qu'il n'y aura jamais de dissolution avant les 5 ans qui sont normalement prévus en fait entre chaque élection. Je crois que c'est 5 ans en tout cas. Vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe là. Les Labour sont quand même encore en très grande difficulté. On sait qu'ils traînent le tombeau de Jeremy Corbyn, qui était l'ancien chef de l'opposition chez les travaillistes, et qui, je dois avouer, a fait énormément de mal, on va dire, en termes de résultats électoraux pour son parti. Donc il y a encore énormément de divisions en fait dans l'opposition. Peut-être un regain aussi des Écossais, parce qu'on sait que les nationalistes écossais aussi se sont prononcés, en tout cas Madame Sturgeon, qui est la première ministre écossaise, a demandé en tout cas l'organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Qu'on va voir ce qui va se passer. Puis côté de l'Irlande du Nord, c'est là où il y a le plus d'incertitudes. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le backstop va être toujours maintenu? Est-ce qu'il va y avoir un combat encore avec l'Union européenne au niveau de l'implémentation de l'accord de sortie de l'Union européenne? Je vous donne énormément de pistes de réflexion. Là, je vous laisserai évidemment commenter, mettre votre avis évidemment sur YouTube, ou le cas échéant, nous envoyer un petit mail, ça nous fera plaisir de pouvoir vous lire. Exact. Donc sujet assez intéressant, comme tu l'as dit, un bon changement dans le pays, dans le visage politique occidental. Donc à suivre pour la suite. On fera un suivi, je pense que c'est le 5 septembre, tu le mentionnais, là, ça risque de tomber dans nos sujets d'actualité rendus en septembre 2022. Mais effectivement, c'est ce qui conclut ce podcast. Donc à nouveau, merci Gab pour les sujets pour ce podcast en ce lundi. Je vais d'ailleurs faire le début là, maintenant que la tendance se maintient. Là, je vais faire le petit mot de la fin. Donc encore une fois, merci Gab, tu le mentionnes en début d'épisode, je le mentionne à la fin. Là, merci tout le monde pour vos écoutes. Malgré l'été, là, on voit un regain là, au niveau des écoutes, surtout sur plusieurs épisodes passés, donc c'est bien. Là, on continue à trouver que le contenu est assez intéressant, et on aime justement voir que les écoutes y sont. N'hésitez pas aussi là, à utiliser YouTube, comme je le mentionne souvent, là, YouTube est la clé 1 pour les notifications, donc allez vous abonner à la chaîne, c'est pas une bonne manière de savoir quand est-ce qu'on publie, surtout quand on publie avec quelques délais, comme dans des week-ends d'études pour mon cas. Également, là, utilisez YouTube pour mettre tout commentaire, toute suggestion, partager votre opinion, nous corriger, comme tu l'as dit Gab également. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous lire. Sinon, bien évidemment, mettez un petit like, ça aide énormément pour le référencement. Et on va de l'autre côté complètement du schéma du monde du podcast, mais vous pouvez également nous écouter sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast. Allez mettre des étoiles ou des likes, ou peu importe leur système, là, ça aide également beaucoup pour le référencement. Et sinon, partagez-le à vos amis, à vos proches. C'est toujours un plaisir de voir grandir avec le système bouche à oreille. C'est la base du podcast et ça nous fait toujours plaisir de voir l'audience grandir avec justement des personnes que vous avez référencées. Merci à nouveau Gab, merci tout le monde et bonne semaine. On se revoit déjà la semaine prochaine. Salut.